Bienvenue aux actualités TVCO, édition du 6 novembre. Bienvenue aux actualités. Tout d'abord, cette semaine, nous avons rencontré André Roy, qui est le vice-président exécutif et directeur général du groupe Le Massif, pour parler du dossier du stationnement pour le Club Med au domaine Aligori. Les travaux vont commencer bientôt, mais aussi pour faire le point sur la première courte saison du vélo de montagne et surtout pour parler de la future saison de ski. Les Charlevoisiens sont conviés à participer à une grande étude qui est intitulée « Ma vie et la pandémie au Québec ». Alors, on en parle avec les docteurs Richard Fleet, qui est le responsable scientifique au Living Lab de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, et aussi avec le docteur Annie Leblanc, qui est chercheur au Centre de recherche en santé durable de l'Université Laval, et c'est également la personne qui est responsable de cette grande étude. La communauté des Petites franciscaines de Marie est présentement durement touchée par la COVID et principalement la communauté qui réside à la résidence des bâtisseurs qui actuellement est en confinement. On a Sœur Doris Lamontagne qui nous livre un témoignage touchant sur la situation critique dans laquelle est plongée la communauté des Petites franciscaines de Marie. À compter du printemps prochain, un grand jardin communautaire sera cultivé à Baie-Saint-Paul. Cette initiative est soutenue par l'Institut Hydro-Québec EDS de l'Université Laval et le professeur Étienne Berthold, ainsi que l'auxiliaire de recherche Julie Nadeau, nous explique comment ce jardin deviendra un véritable laboratoire vivant. Et enfin, on termine l'émission en compagnie de Maxime Jaudoin. Il sera question du sport local, bien sûr, mais également du sport des grandes ligues. Je vous souhaite à tous une bonne émission. On accueille maintenant André Roy, qui est le vice-président exécutif et directeur général du groupe Le Massif. Monsieur Roy, bonjour. Bonjour, Martin. Bonjour, bienvenue sur nos ondes. Monsieur Roy, vous avez obtenu la semaine dernière de la MRC le permis de déboisement pour la construction d'un stationnement dans le domaine Aligori, à proximité des installations du Club Med. Ce projet-là avait été auparavant approuvé par la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François. Néanmoins, vos voisins ont exprimé beaucoup d'opposition et d'inquiétude face à ce projet. J'aimerais savoir maintenant que vous allez aller de l'avant, qu'est-ce que vous pouvez retenir de la façon dont s'est réglé le dossier les dernières semaines et puis tout ce qu'il y a eu autour de ce dossier-là? Qu'est-ce que vous en retenez? Bien, écoutez, on a parlé avec nos voisins, là, ça fait plus d'un an là, qu'on a eu 3 rencontres de façon officielle. On a essayé, nous, de notre côté, de trouver une solution. On comprend la problématique. Il n'y a personne qui aime ça quand il y a du développement dans sa cour. Hein. On est tous pour le développement, mais rarement chez soi. D'ailleurs, ils étaient tous pour le Club Med, mais spécifiquement là, opposés à cette partie du projet, là. Oui, mais bon, cette partie-là, on a essayé de la déplacer, on a fait des aménagements, on avait une entrée prévue sur le chemin principal. Bien, il y a déjà une entrée, là, mais on avait 2 entrées, on en a enlevé une, même si c'est moins commode, si on veut, là, au niveau là, du service à la clientèle, on a décidé de l'enlever pour avoir moins d'impact pour nos voisins. On a aussi élargi la bande de protection entre le domaine Ligori et le fameux stationnement. Mais bon, nos voisins, ils n'en voulaient pas de stationnement. La conclusion, ça a été ça, là, c'est qu'ils n'en voulaient tout simplement pas. Alors, nous, ce qu'on leur a expliqué, c'est que ce n'est pas une question de choix. Là. Nous, on ne fait pas ça parce qu'on a envie de faire un stationnement. Là. On le fait parce qu'on en a besoin. Alors, on a un hôtel de 302 chambres avec 150 cases de stationnement souterrain. Alors, on n'a pas besoin d'avoir un bac en comptabilité pour comprendre que 302 chambres et 150 cases, là, il y en manque. On comprend bien les impératifs là, qui sont liés à l'implantation de grands ensembles là, comme vous êtes en train de le faire. Mais on dirait qu'il y a quand même surtout toujours une certaine sensibilité quant à l'acceptabilité sociale quand vous intervenez sur le territoire. On a l'impression ces dernières semaines que ça nous a fait prendre conscience que malgré tout, une montagne, c'est fragile. Oui, c'est sûr que c'est fragile. Puis, est-ce qu'on perturbe l'environnement quand on construit un hôtel de 300 chambres? La réponse, c'est oui, c'est évident. Oui. Est-ce qu'on fait tout ce qu'on peut pour éviter ces impacts-là? Ben oui, quoi qu'en pensent certains, on fait tout ce qu'on est en mesure de faire pour éviter qu'il arrive des problématiques. Il va en arriver, il en est arrivé, il risque peut-être d'en arriver d'autres. On n'est pas à l'abri de rien. La queue de la tornade, de l'ouragan Isaias, il n'y a personne qui l'avait prévu.
Nos ouvrages avaient été inspectés, respectaient les normes du ministère. Bon, ben, qui a dit qu'on aurait eu 120 mm d'eau en 4 heures? Personne n'était capable de prévoir ça. On pensait bien que nos ouvrages allaient contenir toute cette eau-là, mais et non, ça n'a pas tenu. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé avec le ministère, on a parlé avec nos ingénieurs, on a fait des travaux, on a encore mis de l'argent pour faire des réfections. Est-ce que c'est agréable? Ben non, c'est pas agréable. Est-ce que c'est agréable pour nos voisins? Ben non, c'est pas agréable. C'est pas agréable pour personne. Mais ces problématiques-là, il y en a eu, oui, au Massif, mais il y en a eu d'autres à d'autres endroits, puis Rivière-Saint-François. Oui, parce que les volumes d'eau étaient importants. Mais dites-moi, est-ce que la construction de ce stationnement-là, est-ce que ça marque un peu la limite, je dirais, la limite est du territoire que vous allez développer? Parce qu'on a l'impression que les prochains projets s'en vont plus là, vers l'ouest, là, vers la Grande Pointe, on s'en va plus de ces côtés-là. Donc, c'est vraiment le plus à l'est où vous pouviez aller en termes d'aménagement pour le Club Med, là. Oui, oui, c'est le plus à l'est. On n'ira pas, effectivement, les prochains développements vont être à l'ouest. Mais bon, une des suggestions des voisins, c'était de faire le stationnement du côté du secteur Maillard. Mais là, je dirais m'emmener. Ouais, bien, il y avait la suggestion de le faire souterrain aussi, puis il devait arriver des coûts aussi importants là-dessus. Des coûts, puis bon, là, il est trop tard pour faire ça. Puis à un moment donné, c'est ça, puis mettre un stationnement là, à presque 1 kilomètre de l'hôtel, c'est pas raisonnable, là. Écoutez, les travaux vont commencer. Est-ce que ces travaux-là vont se réaliser cet automne ou est-ce qu'on remet ça au printemps dans l'état actuel des choses? À quoi on peut s'attendre de ce côté-là? Oui, nous, on va commencer, on va procéder. On a déjà reporté d'1 an la construction Donc, ça va se faire dans les prochaines semaines? On va commencer, on va implanter le stationnement, on va probablement faire le déboisement, on va essayer de faire d'enlever les souches aussi, et pour au printemps prochain, là, être capable là, de compléter ce volet-là. Merci, M. Roy. Parlons maintenant, j'aimerais ça qu'on fasse un petit retour sur votre saison de vélo. Vous avez inauguré encore cette année plusieurs kilomètres, je pense une dizaine de nouveaux kilomètres de sentiers qui ont été inaugurés cette année. Comment s'est passée votre saison de vélo? Pouvez-vous nous faire un petit bilan là-dessus? Parce que le vélo de montagne au Massif, c'était la première fois que vous l'ouvriez officiellement, là. Oui, oui. Ben, d'ailleurs, on ne peut pas appeler ça une saison, là, parce qu'on a fait ça vraiment, là, c'est un peu comme un genre d'événement, là. C'était notre Massif en couleur à laquelle on a rajouté le volet vélo de montagne. Bon, écoutez, on avait 4 fins de semaine. Malheureusement, là, on en a perdu une à cause de la température. On a aussi, écoutez, ça s'est vendu dans le temps de le dire. Oui, tout ce qui était disponible était vendu, là. Oui, 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 oui. Ah oui, puis ça n'a vraiment pas été long. Il y a vraiment un engouement pour le vélo de montagne. D'ailleurs, je pense qu'on peut le dire sans prétention, on a un produit extraordinaire. C'est pas nous qui le disons. Oui, on le dit, là, mais on se l'est fait dire par nos clients qui ont essayé nos pistes. Oui. Alors, ça, c'est vraiment super le fun. Ce qu'on a fait est apprécié. C'est un produit qui est différent des centres de vélo de montagne de Québec. On se complète bien. D'ailleurs, on va travailler ensemble avec les 4 centres de Québec. Puis on espère qu'un jour, il y aura d'autres centres dans Charlevoix avec lesquels on pourra travailler. En regard de l'expérience que vous avez vécue, on comprend que la santé publique risque de s'en mêler encore, mais ça pourrait ressembler à quoi une saison de vélo de montagne l'année prochaine au Massif? Ben là, écoutez, on ne sait pas. Ça change à toutes les semaines. Alors, nous... disons qu'on retrouve une situation à peu près normale. Là, on pourrait faire du 7 jours semaine du vélo de montagne au Massif. Comment vous voyez ça un peu? Ce qu'on peut retenir de notre mini-saison, si on peut l'appeler de même, là, moi, je suis bien content qu'on l'ait fait parce que ça nous donne vraiment une meilleure idée de l'opération. On n'a jamais fait ça, là, du vélo de montagne. Là, on est bon dans le ski, là, mais le vélo de montagne, c'est nouveau pour nous. Nouvelle clientèle, nouveaux besoins, nouvelles infrastructures. Alors, moi, je pense que ça nous a permis de voir un paquet de choses. Donc, on va ouvrir l'année prochaine, au mois de juin, on va être plus près. On va déjà comprendre un peu mieux le roulement qu'on doit mettre en place. Je peux déjà vous dire qu'on avait prévu, exemple, des supports pour mettre sur les télécabines pour transporter des vélos. Oui. Mais oui, on va garder ça, mais on va aussi rajouter des crochets sur le remonte-pente du Grande Pointe pour augmenter notre capacité de remontée parce qu'on a vu l'engouement puis on ne veut pas que les gens attendent trop longtemps dans le bas des pistes. Donc, c'est ça que ça nous a permis de voir. Ça nous a permis de voir notre capacité, où est-ce qu'on avait des manques, comment s'ajuster. L'entretien des pistes, ça demande beaucoup d'entretien, le vélo de montagne. Okay. Alors, il faut prévoir ça dans nos coûts d'opération. Alors, moi, je pense que dans l'ensemble, les clients ont trouvé ça super le fun. Nous, de notre côté, ça nous a permis de nous familiariser avec l'opération, d'être plus prêts pour l'année prochaine. Et l'année prochaine, bien là, cet hiver, on va travailler sur le plan d'opération de l'année prochaine. Si l'engouement continue d'être aussi important,
bien, on risque de peut-être être ouvert plus longtemps qu'on avait prévu, donc de plus longue période, parce qu'on avait prévu d'être ouvert surtout les fins de semaine. Oui. Donc, il y a beaucoup de positifs, là, ce que je comprends, pour à venir, en tout cas pour la prochaine année, puis suite à l'expérience que vous avez vécue. Mais parlons de ce qui s'en vient. Parlons donc un peu de la saison de ski. L'ouverture de la saison est toujours prévue pour le 19 décembre? Oui, tout à fait. 19 décembre, évidemment, on est toujours à la merci de la mère nature, là, mais normalement, on devrait avoir de la neige à cette date-là. Vous avez commencé l'enneigement artificiel? Oui, on avait commencé la semaine passée, mais écoutez, Avec dans le ce qui moment, s'en vient, là, oui, hein? il fait 12 degrés, là, fait que je pense pas que ça va tenir beaucoup, là. Comment ça va fonctionner sur la montagne alors que vous êtes pris avec le... C'est un casse-tête, là, mais avec les normes de la sécurité, de la santé publique. Comment ça va se passer sur la montagne cette année? Ben, écoutez, on l'a dit, ça fait déjà près de 2 mois qu'il va y avoir un contingentement. On n'aura pas le choix d'avoir un contingentement parce que pourquoi qu'on fait un contingentement? Oui. C'est parce qu'on veut s'assurer que l'expérience client soit quand même intéressante. La capacité des remontées va être coupée énormément. Tant qu'on sera en zone rouge, on parle d'une personne par chaise ou une famille, puis dans la télécabine, c'est 2 personnes ou une famille. Alors, c'est sûr qu'on parle c'est moins 50 que notre capacité. Fait que c'est sûr que ça va rallonger le temps d'attente. Ça, c'est pour les remontées mécaniques. Oui. Puis, ce qui a trait au chalet, bien, ça aussi, on n'a pas le droit d'avoir. Il faut que les gens respectent le 2 mètres. Et bien évidemment, hein, tous ceux qui connaissent le massif, par exemple, un beau samedi, quand vous venez, vous voyez bien que c'est impossible. 2 000 3 000 personnes, oui. Est-ce qu'on connaît, M. Roy, est-ce que vous pouvez nous dévoiler le nombre qui vous est permis là, de skieurs simultanément sur la montagne? Est-ce qu'on connaît à peu près le volume? Est-ce que vous pouvez nous dire ça? Ouais. Ce n'est pas le guide sanitaire qui détermine ça. Okay? Le guide sanitaire détermine des exigences que nous, on doit suivre. Oui. Okay? Alors, nous, c'est les calculs que nous, on a faits. On a statué que ce serait 2500 skieurs par jour. Maximum. Maximum. Pour, encore une fois, je me répète, pour s'assurer de respecter les règles du guide sanitaire, s'assurer que nos clients aient quand même une belle expérience, puis qu'on soit capable aussi de faire face à l'opération. La gestion des chalets va être extrêmement complexe. On va demander aux gens de réserver des plages horaires parce qu'évidemment, on ne pourra pas rentrer tout ce monde-là dans nos 2 chalets. Simultané. Est-ce qu'on va pouvoir mettre nos bottes au chalet le matin? Est-ce qu'on va pouvoir faire des choses comme ça? Est-ce que ça va être possible? Oui. On va pouvoir, les gens vont pouvoir utiliser le chalet là, pour mettre leur équipement. Par contre, ils ne pourront pas le laisser sur place. Ils vont devoir le retourner à la voiture. Est-ce qu'on va pouvoir faire de la luge au massif cet hiver? Oui, on va pouvoir faire de la luge au massif, mais encore une fois, notre capacité réduite, encore une fois, pour respecter les règles du guide sanitaire. Alors, ce qu'il faut comprendre, là, puis on a plein de commentaires sur les médias sociaux, là, puis là, le monde, ça parle d'argent, là. Je veux bien, là, mais quand tu n'es pas dans le siège du gestionnaire de la place, c'est facile de dire on devrait faire ci, on devrait faire ça. Moi, je veux m'assurer. L'objectif cette année, puis on s'enchaîne. Je vous écoute. L'objectif cette année, c'est d'essayer de ce qu'on appelle en beau canadien-français, break-even. Donc, de ne pas faire d'argent, mais de ne pas en perdre. Moi, avec une capacité de 2500 skieurs par jour, là, on estime qu'on va avoir une baisse d'environ 25 de jours ski par rapport à des années normales. Donc, c'est 25 de moins de revenus qui vont rentrer dans l'entreprise. Puis, rajouter à ça un guide sanitaire qui nous amène des dépenses supplémentaires. Gérer la salle à manger, là, la cafétéria, là, ça ne se fera pas. Il va falloir mettre du monde, hein, il va falloir payer des gens pour gérer ça. Ça, c'est des dépenses qu'on n'avait pas habituellement. Bien, on les a. Les masques, le plexiglas, le Purell, tout ça. Alors, on a 25 de moins de revenus, puis rajouter des dépenses supplémentaires à ça. Puis après ça, bien, essayer de faire arriver ça pour que ton entreprise ne perde pas d'argent. Puis là, bien, les gérants d'estrade, là, gâtez-vous. Moi, je suis prêt à écouter de suggestions, mais moi, j'ai les vrais chiffres, puis je sais ce que ça coûte gérer une station de ski. On a beaucoup entendu parler du fait qu'il y a eu un sentiment de rareté qui s'est créé. Que ce que vous avez présentement, puis c'est pareil pour tous les centres de ski au Québec, là, les préventes sont vraiment encourageantes. J'essaie d'aller du bon côté de la médaille, là, M. Roy. Là. Les préventes sont encourageantes là, en ce moment-ci. Vous allez avoir votre monde là, cet hiver. Effectivement, on a une prévente d'abonnement incroyable. Là, on a plus d'abonnés cette année que l'année dernière. Fait que ça, c'est un côté positif. Là, nous, ce qu'on a assuré à nos abonnés, justement, puis d'ailleurs, on n'a pas changé les prix de nos abonnements. Oui, c'est les prix qu'on a annoncés au printemps dernier.
Donc, on a annoncé qu'il allait être privilégié sur la montagne. Donc, dans notre contingentement, on a fait des calculs, puis on s'est dit, bon, ben, les abonnés ont un nombre X, ils vont prendre tant de jours ski, et on les a placés là-dedans, dire, regarde, ça devrait ressembler à ça. On a vendu aussi ce qu'on appelle, qui est un nouveau produit cette année, qui est la combine. Dans le fond, la combine, c'est un billet avec 5 billets dessus, 5 journées de ski, 4 en semaine ou en tout temps. Alors ça, on a vendu énormément parce que les gens, justement, ont senti cette rareté-là. Oui. On a dit aussi qu'on allait privilégier tous les gens qui couchaient à la montagne dans nos hébergements, évidemment. Et après ça, ben là, il reste un lot de billets journaliers par jour avec un maximum de 2500. Et c'est le même qu'on a établi que, bon, je dis n'importe quoi, le lundi 15 février, ben, on a 1200 billets disponibles là, pour vendre comme journalier. Dites-moi, est-ce qu'il faudra réserver pour s'assurer de la disponibilité des billets ou on pourra se présenter au guichet comme à l'accoutumée? Non, on demande aux gens d'acheter leurs billets en ligne, directement sur notre boutique en ligne. Ils vont avoir, donc, ce qu'on va faire, là, après ce que je viens de vous expliquer, là, le contingentement qui va déterminer le nombre de billets disponibles par jour, en gardant de l'espace pour toutes les gens dont je viens de vous parler. Bien là, vous allez aller sur la journée que vous allez skier, puis vous allez pouvoir le faire d'avance. Donc, dès qu'on va ouvrir la machine d'ici 2 semaines environ, si vous décidez que vous voulez faire du ski le lundi 14 février, donc je ne sais même pas si c'est vraiment le lundi 14 février, mais peu importe la date, vous allez dire, bon, ben, moi, je veux y aller avec ma famille, bon, ben, je dois... On pourra réserver. Vous allez payer vos billets, vous allez les avoir, puis vous allez avoir, de cette façon-là, vous allez avoir votre place de réserver pour cette journée-là. Alors, et toutes les journées vont être en ligne en même temps. Donc, quelqu'un qui dit, ben, moi, je veux prévoir 3 journées de ski au massif, 4 journées, 5 journées, ben, il va pouvoir les céduler d'avance, il va pouvoir acheter ses billets et ainsi sécuriser son accès. Bien, écoutez, on constate, M. Roy, que ce n'est pas les défis qui vous manquent et les enjeux que vous avez à gérer dans le courant des prochaines semaines. Je vais terminer en vous souhaitant beaucoup de neige. C'est l'essentiel. À partir de ce moment-là, on pourra avoir des gens qui font du ski. Je vous souhaite également que ça arrive avant le temps des fêtes. Je sais que c'est important pour les stations de ski. Et je vous dis au plaisir. Merci, Martin. Au revoir. Merci. L'équipe du Living Lab de Baie-Saint-Paul vous invite à participer à une grande étude qui s'appelle « Ma vie et la pandémie au Québec ». Alors, on cherche présentement à amasser suffisamment de participants pour être capable d'avoir des statistiques fiables pour notre région dans Charlevoix. Et puis, pour en parler, j'accueille tout de suite le Dr Richard Fleet, qui est le responsable scientifique du Living Lab de Baie-Saint-Paul, et également le Dr Annie Leblanc, qui est le leader du projet Mavipan. Ça, c'est l'étude là, qui se propage un peu partout au Québec et qui est également, Mme Leblanc, chercheur au VITAN, le Centre de recherche en santé durable. Madame, monsieur, bonjour. 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 Tout d'abord, Dr Fleet, vous avez décidé, et on a un peu l'impression ce matin qu'inviter les Charlevoisiens à participer à cette étude, c'est un peu comme inviter les gens à participer aux activités du Living Lab parce que vous avez pour mission justement de chercher puis d'aller de l'avant dans comment faire pour adapter nos services de santé en région. Alors, à quel genre d'études vous nous invitez à participer ce matin, Dr Fleet? Vous avez vraiment un bon point. Le Living Lab, ça vise à améliorer les soins dans les régions rurales et en particulièrement dans tout Charlevoix, donc pas juste Baie-Saint-Paul. Donc, l'hôpital de la Malbaie est aussi impliqué dans le Living Lab. Donc, on vise à mobiliser citoyens, décideurs et professionnels pour améliorer les soins dans ces milieux-là. Et évidemment, dans le contexte de la pandémie, c'est important d'être bien informé sur ce qui se passe sur le terrain vis-à-vis de la pandémie par rapport aux citoyens et aux professionnels de la santé. Donc, on a la chance, l'immense chance et privilège de participer au projet du docteur Annie Leblanc, Mavipan, qui vise justement à étudier l'impact positif et négatif au long cours, donc sur le plan longitudinal de cette pandémie-là, pour pouvoir justement dans le Living Lab et avec d'autres, la santé publique, le SUS Capitale Nationale, réagir le mieux possible pour aider les gens de votre région. Pour ajouter à ce que Dr Fleet disait tantôt, tu sais, qu'on le veuille ou non, peu importe le nombre de cas et peu importe l'endroit où nous habitons, on va tous être touchés par la pandémie, mais surtout par les mesures restrictives qui s'y rattachent.
Puis ce qui est important aussi de se dire ensemble, c'est qu'il n'y aura pas de vaccin pour contrer ces impacts-là, les impacts psychologiques, sociaux et de santé que ces mesures-là vont avoir laissés sur nous. Ces impacts-là vont être encore présents une fois la crise passée, puis ils vont perdurer pendant des années. Et c'est à ce moment-là que vos résultats vont nous permettre d'adapter nos soins pour les suites à venir, c'est ce qu'on comprend? Mais exactement, si on veut pouvoir prioriser et mettre en place des actions optimales pour chaque région touchée, il faut comprendre l'ampleur de ce problème-là. Si on ne documente pas, on ne pourra pas justement cibler nos actions. Donc, il faut se mettre à l'écoute de nos communautés, puisque nos communautés nous en dit depuis avril 2020, comme on disait, c'est plus de 2800 participants à la grandeur de la province de 14 à 92 ans qui ont répondu à MaViPan, et ce, de façon continue depuis bientôt presque un an après les fêtes. Docteur Leblanc, dites-moi, comment on évalue l'état de la santé mentale ou les impacts que peuvent avoir chez les individus la pandémie, mais au-delà de la maladie, au-delà du virus tel quel, mais en termes d'impacts, je dirais, socio-économiques ou des impacts de santé mentale, comment on évalue ça? Mais vous voyez, nous, on le fait à partir de mesures qui se fait, pour lesquelles on peut répondre à partir de notre ordinateur, à partir de notre téléphone. On utilise des mesures validées pour pouvoir venir documenter cet impact-là. On va aussi consulter nos citoyens. On peut faire des séries d'entrevues aussi pour vraiment bien documenter. Mais excusez-moi de vous interrompre, mais quel genre de questions vous posez? Comment on fait pour savoir l'état de la santé mentale de quelqu'un? Comment on fait pour évaluer ça? Mais on va évaluer, puis il y a vraiment la distinction entre la santé mentale, qui est notre bien-être à tous, puis la maladie mentale. Je vais faire la distinction entre les deux. Mais ce sont par des questions précises qui ont été validées de nombreuses fois, qui va poser des questions du type est-ce que j'ai de la difficulté à dormir? Est-ce que dans les dernières semaines, j'ai eu des pensées suicidaires? Est-ce que dans les dernières semaines, j'ai eu de la difficulté à me concentrer? C'est une série de questions qui nous permet d'arriver à des constats qui, pour la première période, ce printemps, nous disait qu'une personne sur 3 avait vu sa santé physique se détériorer. Une personne sur 2 avait vu son sommeil se détériorer et une personne sur 2 a vu sa santé mentale se détériorer. Docteur Leblanc, les chiffres que vous nous donnez sont quand même assez, je dirais presque effarants en termes d'impact que vous pouvez déjà évaluer là, sur l'impact de la pandémie sur notre société. Oui, les données du printemps nous indiquent qu'en effet, une personne sur 3 a vu sa santé physique se détériorer, une personne sur 2 avait des difficultés de sommeil et une personne sur 2, c'est plus de 50% des gens, des participants qui ont vu sa santé mentale se détériorer. Et de plus, les adolescents et les jeunes adultes, eux, présentaient 2 fois plus de symptômes de dépression, d'anxiété et de stress comparativement aux autres. Puis à l'inverse, nos aînés qui ont été durement touchés, nos aînés en CHSLD et en résidence, ceux à la maison, par contre, semblaient peu affectés par les mesures en place. Fait que tout laisse à penser qu'on a beaucoup à apprendre d'eux, on a beaucoup aussi à apprendre des mesures de résilience, des capacités d'adaptation quand certains individus. Puis c'est ce qui est important aussi, à mentionner, c'est que MaViPan cherche à comprendre, oui, les répercussions négatives, mais on veut aussi comprendre comment les gens se sont adaptés, comment ils ont fait face pour pouvoir justement apprendre d'eux et de pouvoir aider les autres qui en ont davantage besoin. Dr. Fleet, comment cette étude, ou en tout cas si on réussit à obtenir un échantillonnage adéquat pour la région, comment cette étude va pouvoir vous aider dans les travaux du Living Lab à Baie-Saint-Paul? C'est certain que les résultats de cette étude-là vont pouvoir nous aider à cibler des interventions dans la population. Et juste pour vous dire, donc on appelle vraiment toute la population de Charlevoix à participer à cette étude-là. Ce qui se passe avec le Living Lab, c'est vraiment unique. Ça vise à inspirer les régions rurales pour améliorer leurs soins dans les milieux, dans les milieux plus isolés, plus éloignés, en temps de pandémie, surtout maintenant. Et puis, ce questionnaire-là, et donc si tous les citoyens de Charlevoix pouvaient participer, ça serait absolument exceptionnel. Ça serait un message fort à passer sur l'engagement d'une population rurale. Parce que votre population, comme toutes les populations rurales, elle est vulnérable par rapport à l'accès aux soins. Donc, elle était déjà vulnérable. Il n'y a pas beaucoup de joueurs sur le banc dans votre système de santé. C'est partout pareil, mais on est encore plus vulnérable dans les régions rurales en général. Donc, il faut faire attention, il faut se protéger, il
il faut prendre les bonnes décisions, mais en même temps, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire dans tous les sphères économiques, sociales, politiques, pour vraiment s'assurer de minimiser l'impact là, de cette pandémie-là. Donc, les résultats, j'ai moi-même complété ce questionnaire-là ce matin pour voir en quoi c'est agréable à compléter, c'est technologique, c'est simple. Vous allez en apprendre sur vous-même, ça va vous aider à réfléchir sur votre vie. C'est vraiment intéressant, j'encourage. C'est une belle expérience. Ça prend quoi, Annie? Au total, on est à 45 minutes pour répondre du temps, mettons? Oui, Annie? 1 heure. La durée de réponse au questionnaire dépend de votre situation. C'est-à-dire que si vous êtes jeune, sans enfant, sans maladie chronique et tout, ça peut prendre une vingtaine de minutes. Si, par contre, vous avez plusieurs enfants, des situations particulières, des maladies chroniques, mais là, les questions peuvent se rallonger. Donc, en moyenne, je vous dirais entre 15 et 45 minutes selon la personne qui le remplit et ses caractéristiques. Docteur Leblanc, on peut donc remplir ce sondage en se rendant sur le site mavipan.ca qu'on fait apparaître à l'écran. J'aimerais savoir en terminant, quel serait l'échantillonnage? Combien de personnes doivent participer dans Charlevoix? On sait que c'est toujours le plus possible, là, mais quel est le minimum requis pour que vous puissiez fournir des données valides au Dr Fleet là, qui va mettre ça en opération à Baie-Saint-Paul? Mais tout dépend. C'est pour Charlevoix en passant. Oui, pour Charlevoix. Oui, merci, Dr Fleet. Oui, mais en fait, tout dépend du type de personne qui remplit. Mais c'est certain qu'à partir de peut-être 1000 personnes, on est capable d'avoir des échantillons représentatifs de nos adultes, de nos aînés, de nos jeunes, de ceux qui ont une maladie chronique, qui ont des situations particulières. Mais plus l'information va être, plus les gens vont être nombreux à participer, plus on va être capable d'avoir une information précise. Maintenant, comme le temps presse, qu'on est en situation de crise, les résultats de cette étude devraient paraître quand? À quel moment vous pensez être en mesure de compiler et de sortir des résultats? En fait, on sort les résultats de façon continue. Okay. Notre but premier est de servir justement les milieux cliniques, la santé publique et les communautés. Donc, vous voyez, on a le sondage des dernières semaines, des 3 dernières semaines, va être disponible dès la semaine prochaine. Donc c'est vraiment l'objectif premier de pouvoir faire un retour rapide pour pouvoir initier des interventions immédiatement. Là. Alors, Dr Leblanc, Dr Fleet, voilà, on invite donc la population de Charlevoix à participer en grand nombre là, pour permettre d'abord au Dr Leblanc de nous donner des bonnes données qui permettront au Dr Fleet de nous donner des bonnes interventions d'urgence dans la région. Souhaitons-le en tout cas. Et là-dessus, je voudrais vous remercier pour cette entrevue ce matin. Merci infiniment. Salutations à tous les gens de votre région. Merci. Oui, au revoir. Merci à vous. Bonne journée. La pandémie frappe durement la résidence des bâtisseurs où l'on dénombre actuellement pas moins de 40 cas confirmés. On sait que la résidence des bâtisseurs est actuellement en confinement et c'est à l'intérieur de cette résidence que l'on retrouve également la communauté des Petites franciscaines de Marie. Et ça génère beaucoup d'inquiétudes, cette situation-là. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on s'inquiète? On appelle notre monde, puis on prend des nouvelles parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui arrive. Et on a la chance ce matin d'avoir sœur Doris Lamontagne, la supérieure des Petites franciscaines de Marie, qui va nous dire, nous faire un bref état de la situation sur comment ça se passe à l'intérieur de la résidence des bâtisseurs en ces temps de pandémie, ces temps difficiles. Sœur Doris Lamontagne, soyez la bienvenue et merci d'être avec nous ce matin. Bien, ça me fait plaisir d'être là. J'accepte l'invitation pour faire le point, même si ce matin, c'est plus difficile que les autres matins. Là. Pourriez-vous nous dire quel est l'état de la situation? Comment se porte la communauté des Petites franciscaines qui résident aux bâtisseurs à Baie-Saint-Paul? Bien, on va commencer par ce qui est plus positif. Nos sœurs qui sont plus sur l'étage du 2e et du 3e jusqu'à maintenant sont très épargnées. Les tests sont négatifs. On souhaite qu'avec le dernier résultat du dépistage d'hier, que cela demeure. Oui. Malheureusement, à l'unité de soins, on est très frappés. On a une vingtaine de religieuses à l'unité de soins, puis au moment où je parle ce matin, on a eu beaucoup de tests encore qui sont positifs. Donc, on peut presque présumer qu'il y aura très peu de sœurs de l'unité de soins qui finiront par ne pas avoir le COVID. Donc, ce matin, là, ça rentrait encore, puis il y avait des sœurs qui, jusqu'à maintenant, l'unité de soins avait testé négatif, mais que ce matin, malheureusement, sont testées positives.
Donc, ça ne va pas très bien. On ne sait pas combien de nos sœurs sont capables de traverser la tempête. Actuellement, on a Plusieurs déjà avaient déjà des conditions liées à leur âge, bien sûr, là, qui les rendaient plus fragiles face à cette pandémie. Il y a ça. Par contre, je dirais que c'était des bonnes vivantes. Là, dans la nuit de Oui. la semaine dernière, on avait sur Solange Bélanger, on savait la semaine passée, était parmi les premières testées positives. Puis la situation s'est dégradée. Fait que samedi, dimanche dernier, moi, je suis recluse à Québec, mais Oui. elle s'est emmenée ici dans un centre d'hébergement. Donc, samedi et dimanche, par l'intermédiaire de travailleuses sociales, travailleurs sociaux, des gens très gentils, on a pu soutenir Solange, qui malheureusement est décédée dans la nuit de dimanche à lundi. Donc, c'est vraiment le premier décès lié à la COVID. Au moment où je vous parle, Oui. j'apprenais ce matin qu'on a une sœur hospitalisée qui probablement ne passera pas la tempête non plus. C'est très dommage parce que c'est une femme qui était très vivante. Même l'autre était très vivante aussi. Les bâtisseurs, on a 2 sœurs actuellement qu'on sait qui sont en soins palliatifs aux bâtisseurs. Donc, puis avec l'annonce des cas positifs de ce matin, je peux juste dire à la population, restez avec nous parce que les prochains jours vont être difficiles. Comment on peut vous faire part du soutien pour vous permettre de passer à travers ces moments difficiles? Bien, il y a déjà beaucoup de soutien parce que je sais qu'il y a des gens qui appellent. Moi, je me suis dit, j'ai pris des petites notes parce que je savais que je vous parlais un matin. Oui. Je ne pensais pas que ce matin, j'aurais autant de mauvaises nouvelles là, qui font que je me sens affectée par la journée. Oui, Je m'excuse. Non, on comprend, Sœur Doris. Je pense qu'il y a 3 façons, selon moi. Oui, on vous écoute. On va prendre une bonne respiration. Oui. 3 façons, je les ai notées. Premièrement, je dis aux gens qui ne prennent pas ça sérieusement, là, moi, je vois ça là, depuis 10 jours parce que je parle avec des gens, des gens du CIUS, des infirmiers, des infirmières, des docteurs, des travailleurs sociaux, les gens qui sont au front, aux bâtisseurs, l'équipe qui a été mise en soutien à la direction. Puis je peux assurer que tous les moyens avaient été pris pour éviter la propagation. Bien sûr. Il n'y a rien d'irréprochable à ce niveau-là. Mais je sens que dans la population, parfois, il y a des personnes qui prennent ça encore très à la légère, puis qui sont souvent les vecteurs du virus. Quand M. Arruda ou M. Legault dit « vous allez faire des victimes par vos comportements irresponsables », bien, je dis aux gens de la population, prenez ça au sérieux. Peut-être que vous allez passer au travers, mais le fait que vous allez être à l'origine de la porteur, c'est vrai que ça fait des victimes innocentes. La sœur qui va mourir aujourd'hui, quand j'ai annoncé la semaine passée qu'elle avait le « ouais, mais je reste ici, comment ça se fait que je l'ai? » Donc, bon, c'est sûr que, bon, on veut pas le rendre coupable personne de la situation, mais ça a des conséquences. Donc, nos gestes, nos choix ont des conséquences sociales. Fait que je dis aux gens qui ne prennent pas ça au sérieux, s'il vous plaît, soyez vigilants. C'est une première façon de vous soutenir. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? La deuxième, moi, depuis 10 jours, même 2 semaines, là, même avant, parce qu'imaginez qu'on a une sœur de 74 ans qui n'est pas morte du COVID, mais qui est morte la semaine d'avant d'une pneumonie à l'hôpital Laval. Okay. Donc, je veux dire, depuis presque un mois, là, pour différentes raisons, là, je suis en contact avec des gens qui sont au front du COVID. Je suis émerveillée. C'est douloureux, ce qu'on est en train de vivre, mais je reste émerveillée de la qualité des personnes qui sont au front de la situation, qui sont en train de soigner des gens et qui risquent de leur vie. Moi, je me disais, nous, là, on fait la neuvaine à nos fondatrices, puis on prie la Vierge secourable pour remercier ces gens-là qui nous sont au service à tous les niveaux, là, à tous les niveaux. Je pense, en fait, semaine dernière, à la travailleuse sociale qui m'a même rappelé pour me dire pour merci d'avoir soutenu notre sœur Solange à distance. Donc, sur le terrain de la Maison-Mère, il y a une grotte avec la Vierge. Oui. Beaucoup de sœurs sont allées se recueillir. Bien, si les gens passent sur le terrain, ils annoncent du beau temps dans les prochains jours. Auprès de la Vierge, je vous dis, prenez un temps de silence. Faites tout ce que vous voulez. Si vous ne savez pas dire le « Je vous salue Marie », mais dites au moins merci pour toutes ces personnes-là qui sont au service des autres,
au risque de leur vie. Puis la troisième chose, Oui. actuellement, moi, de là, parce que nous, il faut passer au travers, parce que ça va être très dur, c'est un gros choc. Dans le psaume, ça dit, il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Oui. C'est sûr qu'on va être dépouillé là, rapidement de femmes qu'on aime. Donc, là, présentement, on fait une neuvaine à nos fondatrices pour que puiser dans le courage, la foi, la providence de nos fondatrices pour demeurer ferme dans la foi. Donc, c'est sûr que je sais que les gens ont beaucoup l'habitude de se rendre à notre cimetière. Ben, je les invite, là, parce que c'est le mois de novembre, c'est le mois du souvenir. Ben, allez-y, parce que nous autres, on ne peut pas y aller. Allez-y. Puis, je vous remercie de vous recueillir près des tombes funéraires de nos fondatrices. Puis, demandez-leur avec nous. On a besoin de votre soutien, on a besoin de votre amour, on a besoin de votre prière. On a besoin que vous soyez avec nous. C'est pour ça que j'ai accepté là, de vous parler ce matin. Oui. Puis, je dirais, allez dans notre cimetière, soyez avec nous pour demander à nos fondatrices de nous soutenir dans l'épreuve. On a besoin de vous. Sœur Doris, les épreuves se multiplient. On comprend ce matin qu'il y a une période cruciale là, dans le courant des prochains jours qui pourrait attirer un lot de mauvaises nouvelles et de départs. J'aimerais savoir, Sœur Doris, c'est sûr que les départs s'accélèrent dû à la pandémie, mais avec le vieillissement de la communauté, vous avez, ces dernières années, eu à saluer plusieurs départs de vos sœurs, des gens qui étaient près de vous. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme élément pour faire preuve de résilience, continuer à aller de l'avant, puis et éviter ou en tout cas réussir à canaliser sa peine vers quelque chose de porteur pour la suite? Qu'est-ce que vous comment faites-vous? Je vais plutôt vous poser la question, comment faites-vous pour passer au travers comme ça? Bien, indirectement, il y a deux éléments. Il y a des éléments visuels qui sont derrière moi, là. Ça, je suis dans ma chambre ici à Québec, là. J'aime beaucoup là, le sabbat mater, la Vierge qui est à ma droite. Là, je pense qu'elle est à votre gauche. Là. On voit Marie au pied de la croix, donc le samedi, qui attend la résurrection du Christ. Donc, dans cette lourde épreuve, puis un matin, j'écoutais la messe à Lourdes où on parlait que la croix, il faut l'accepter, il faut l'accueillir. Dieu ne veut pas la croix, Dieu ne veut pas la pandémie. Dieu veut, tu sais, tantôt, c'était le psaume, il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Jésus a pleuré la mort de Lazare au tombeau, puis il l'a ressuscité d'entre les morts. Vous avez la croix qui est à ma gauche. C'est encore plus significatif parce que c'est une croix qui est tirée d'une roche de mine de mon père, puis c'est un de mes oncles qui a fait cette croix-là avec les deux petits anges, ça vient de ma mère. Mais la croix notre vie, c'est la devise de la communauté. Donc, on sait que le mystère de la vie est porté par le mystère de la croix. Et celui qui nous a précédés dans la foi, qui a assumé de mourir sur la croix de manière injuste à 33 ans, c'est le Christ. Et ce matin, en méditant sur la lettre de Saint Paul aux Philippiens, en ce 6 novembre, il dit « Frères, imitez-moi. Regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai dit souvent, maintenant je le redis en pleurant, puis moi aussi j'aurais eu le goût de le dire en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux. C'est sûr que là, c'est difficile. Nous, comme religieux, c'est sûr que par notre choix de vie, on a déjà accepté de se donner au Christ à cause de la bonne nouvelle. Puis nous croyons que la vie ici, elle est belle, que tout est bon, mais que on est attendu par un amour éternel, puis on est citoyenne des cieux. C'est sûr que nous le savons. Et puis ça disait, là, même si notre corps va à notre perte, notre vie intérieure est en croissance. Donc, je dirais, puis ça dit à la fin, Saint Paul dit, j'ai beaucoup d'affection. Tenez bon dans le Seigneur. Fait, moi, je trouve ça dur là, parce qu'on va perdre plusieurs femmes qu'on aime. Ça va être un gros dépouillement massif d'une claque. On aime mieux, c'est sûr que jusqu'à maintenant, depuis le début de l'année, on a 7 sortes de décédés.
7 en 1 an ou 8 en 1 an, mais là, je ne sais pas combien dans les prochains jours on va apprendre le décès. Ça fait que ça risque d'être dur et difficile parce que ça va arriver dans un... Puis on sait que d'autres congrégations, à raison du COVID, ont eu des décès de plusieurs personnes. Là, je pense aux Antoniennes en ont eu 5, aux Capucines en ont eu 8. Même les servantes de Saint-Cœur de Marie ici, c'est 13 ou 15. Donc, je dirais, on sait que d'autres congrégations ont passé cette épreuve-là. Ça va être ça va être dur, là, parce que humainement parlant, mais je pense que même dans l'ensemble de nos sœurs, avec chaque jour depuis plus de 10 ou 12 jours, là, même tantôt à 2 heures, on va faire la neuvaine avec nos sœurs qui sont aux États-Unis, nos sœurs qui sont à Clark City, chez le reste des sœurs qui ne sont pas dans Charlevoix, mais puis les sœurs de Charlevoix qui ne vivent pas bâtisseurs. Avec les gens, on va prier là, pour tenir bon, comme un peu ça le dit aujourd'hui, tenez bon dans le Seigneur, parce que selon ma foi, en Jésus-Christ, le grain qui meurt, il porte fruit. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est en train de dire. Je pense que la pandémie est en train aussi de nous dire, selon moi, oui, la vie sur la terre est bonne, mais c'est une illusion, un petit peu comme ça dit dans le texte d'aujourd'hui. Si on met juste notre gloire ici, il parle du ventre, juste dans des choses très terre à terre, on peut perdre de vue l'essentiel. Donc, je me dis, la mort est un rendez-vous inévitable pour chaque personne. Tout au long de notre vie comme femme, comme fille du Christ, on veut en rendre témoignage. On va en rendre témoignage jusqu'au bout. Sœur Doris, on va également, d'abord, vous souhaiter beaucoup de courage pour les prochains jours qui s'annoncent difficiles. Et on va également inviter le plus grand nombre possible de gens à venir communier avec vous, sous la forme que chacun décidera, mais en se présentant à l'arrière du monastère des Petites Franciscaines de Marie à Baie-Saint-Paul, soit pour se rendre à la statue de la Sainte Vierge pour soutenir nos travailleurs, ou encore en se rendant au cimetière pour communier et faire part de leur soutien aux épreuves que vous vivez actuellement. Je voudrais vous remercier d'avoir pris le temps de nous faire le point ce matin et je vous souhaite encore une fois la meilleure des chances et beaucoup de force pour les jours à venir. Merci beaucoup, Sœur Doris. Bien, merci. Je ne sais pas si j'ai encore quelques secondes. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que je vais, parce qu'on finit toujours la prière en chantant Vierge secourable. La statue de la Vierge secourable est dans notre ancienne chapelle. Je ne sais pas s'il y a quelques personnes du côté de Maison-Mère qui y ont accès. Moi, je ne finis pas un temps sans prier la Vierge secourable parce qu'on a besoin de son secours. Je pense aussi à nos sœurs américaines parce qu'au moment où je vous parle, on n'a pas encore le résultat des votes. Puis la Vierge secourable est partie des États-Unis à Worcester pour atterrir dans la chapelle. Donc, je vais finir avec le chant de la Vierge secourable, si vous permettez, pour être forte, pas par nous-mêmes, mais trouver notre tenez bon dans le Seigneur, puis la Vierge Marie qui nous aide à tenir dans l'épreuve. C'est une traversée difficile, c'est une tempête importante. Puis il y a une chose qui dit, puis le Seigneur est avec nous dans cette tempête. Il nous soutient, puis il ne nous lâchera pas. Puis la Vierge Marie est avec nous au pied de la croix pour nous soutenir aussi dans l'épreuve. Vierge secourable, notre reine et notre mère, nous mettons en toi notre confiance. Nous mettons en toi notre confiance. Accueille nos louanges, exauce nos prières. Garde les âmes de tout péril, rends-nous toujours plus fidèles pour servir Dieu et vivre dans son amour. Amen. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Sœur Doris.
On apprend cette semaine, par le biais du journal de Charlevoisien, qu'une initiative très intéressante verra le jour à compter de l'an prochain, à proximité de Maisons-Mères à Baie-Saint-Paul. Un projet qui s'intitule au nom temporaire le Living Lab des Petites Franciscaines de Marie. Alors, pour nous expliquer quel est ce projet qui prendra place dans les jardins à proximité de Maisons-Mères, fait plaisir d'accueillir Étienne Berthold, professeur en géographie et directeur de l'Institut Hydro-Québec EDS à l'Université Laval, ainsi que Mme Julie Nadeau, auxiliaire de recherche toujours pour l'Institut Hydro-Québec EDS à l'Université Laval. Monsieur Berthold, Mme Nadeau, bonjour. Bonjour. Monsieur Berthold, pouvez-vous nous présenter quel est ce fameux projet du Living Lab des Petites Franciscaines? Écoutez, c'est un projet qui cherche à transmettre le patrimoine des Petites Franciscaines de Marie. Et c'est un projet qui cherche à mesurer de quelle façon la population locale s'approprie ce patrimoine-là. OK. Donc, dit rapidement, les communautés religieuses nous ont légué un patrimoine social, des façons d'être, de faire. Les Petites Franciscaines ont travaillé beaucoup la valorisation par le travail. Et nous, en développant un jardin d'une superficie d'1 hectare, on va essayer de stimuler ce sentiment-là de valorisation par le travail de la terre. Et nous allons observer comment la population locale s'approprie ce patrimoine-là et quel genre de lien social elle développe en travaillant la terre. On comprend que pour les Petites Franciscaines, ce projet-là représente une espèce de pérennité des actions qui ont été menées par le passé. Oui, tout à fait. C'est l'essence même de ce que vise le projet, c'est la pérennisation de leur patrimoine social, donc qui est toujours vivant, présent et agissant et qu'on peut mobiliser au profit de la collectivité locale. Maintenant, vous parlez d'un grand jardin. J'aimerais que vous me donniez un peu plus de détails là, de quoi concrètement sera fait ce projet. Sur le terrain, on aimerait mettre en place un jardin qui aurait deux principaux volets, donc un volet pédagogique puis un volet collectif également. Donc, au niveau du jardin pédagogique, notre souhait est de faire l'éducation à l'environnement, au développement durable, puis l'éducation aussi à l'agriculture avec les jeunes, les moins jeunes. Donc, il y a vraiment un aspect aussi intergénérationnel qui est très présent dans le projet. Puis au niveau collectif, c'est avec la collectivité en général, les personnes vulnérables, les personnes âgées, les citoyens en général, on souhaite impliquer là, le plus de personnes possible au niveau du jardin collectif. Maintenant, une fois qu'on a établi l'infrastructure, on fait un jardin, on parle d'1 hectare de jardin, comment s'exerce la notion du Living Lab, du laboratoire vivant? Un jardin, c'est intéressant, c'est vivant, ça pousse, mais certainement que vous devez voir comment on développe là, un projet de Living Lab. On analyse les comportements, l'utilisation qu'en fait la population. Pouvez-vous nous éclairer un peu là-dedans, le rôle social de ce jardin? Nous, au fond, ce qu'on fait, c'est qu'on développe un jardin, puis on amène des personnes, on amène des groupes qui vont travailler en fonction des deux volets dont Julie a parlé. Oui. Le volet pédagogique et le volet... Et le deuxième volet étant, rappelez-le-moi? Étant de l'agriculture collective. OK, c'est bien ça. L'agriculture collective, comme Julie a pu le mentionner, c'est qu'au fond, on planifie ensemble la récolte. Okay? Après ça, on effectue les récoltes puis on partage la récolte. Le rôle du laboratoire vivant, c'est comme si c'est un scientifique qui vient sur une belle initiative sociale, qui vient mettre son nez sur l'épaule, c'est-à-dire qui regarde comment, à chaque étape, autant au niveau de l'éducation à l'environnement que de l'agriculture collective, comment à chaque étape, la population va pouvoir s'approprier une partie de l'esprit de ce que faisaient les Petites Franciscaines parce qu'elles faisaient déjà tout ça à leur façon, bien entendu. Donc, c'est pour ça que nous, à chaque étape, on va arriver avec des activités bien réelles, des populations locales qui souhaitent participer au projet, que Julie a énuméré. Puis on va voir de quelle façon elles interagissent, puis quel genre de valorisation spécifiquement elles tirent du travail de la terre. Parce que c'est ça qu'on cherche. C'est ça le patrimoine des Petites Franciscaines. C'est la valorisation du travail de la terre. Oui, la valorisation par le travail, elle le faisait de différentes façons, mais dans ce cas-ci, dans le contexte de Maisons-Mères aussi, de ce qui se développe à Baie-Saint-Paul, on a choisi le travail de la terre. Maintenant, Mme Nadeau, peut-être là-dessus, dites-moi, le phénomène de jardin communautaire ou de jardin collectif est déjà bien répandu en ville. Comment vous anticipez la participation des citoyens en milieu rural? Parce que dans le cas chez nous, à la différence des urbains,
Les gens en ont déjà de la place pour se faire des jardins, puis pour eux-mêmes faire leur bout de chemin avec leur propre méthode, et puis pour valoriser la terre, comme vous le dites? C'est une excellente question, puis ça fait partie, entre autres, là, des éléments qu'on est en train de développer là, dans la phase de démarrage là, du projet qui ne fait que commencer. Mais ce que je pourrais répondre, c'est qu'on voit déjà un très grand engouement face à notre projet. Je pense que les gens vont avoir envie de s'impliquer à la hauteur du temps qu'ils vont avoir à mettre là, au jardin, à son entretien, aux activités en groupe et tout, par en fait l'essence du projet qui les intéresse. C'est sûr en milieu rural, pardon, les gens ils ont de l'espace chez eux là, pour se faire des jardins, mais ça n'enlève pas le fait aussi qu'ils peuvent s'impliquer là, à travers notre projet au niveau du jardin collectif. Puis c'est ça, là, avec l'engouement qu'on voit déjà en ce moment, assurément, là, je pense que les gens vont quand même avoir envie là, de s'impliquer. Madame Nadeau, c'est donc dire que il n'y aura pas seulement qu'un jardin auquel les gens vont venir contribuer en y travaillant puis en brassant la terre, mais que vous allez nous proposer tout un programme d'activités autour de ce jardin. C'est ce que je comprends. On va être invité à participer à toutes sortes d'événements qui vont animer le Living Lab des PFM. Oui, ça fait partie des objectifs qu'on a. Ça serait bien intéressant de pouvoir offrir une certaine programmation là, autre que seulement s'impliquer là, activement là, à l'entretien du jardin. Ça va se faire là, par différents partenariats à travers la région là, avec des organismes puis des individus aussi qui travaillent déjà dans le milieu culturel, dans le milieu avec le musée, là, par exemple, en Maison-Mère aussi, ça peut être un exemple de collaboration intéressante. Donc, oui. J'aimerais savoir, peut-être, M. Berthold, on est où à l'étape de ce projet-là? On l'annonce comme quelque chose qui va se réaliser? Le financement est obtenu. Est-ce qu'on a déjà une idée à quel moment on pourrait commencer à faire les aménagements de ce jardin? J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Écoutez, nous, c'est un projet qu'on travaille déjà depuis au moins 1 an avec la congrégation. Parce que moi, je suis en relation depuis 3 ans avec la congrégation. Il y a eu une étape recherche où j'ai colligé des matériaux pour écrire un livre qui va paraître à l'automne prochain sur le patrimoine social des Petites Franciscaines de Marie. Donc là, c'est documenté. Pour nous, c'était l'étape naturelle. Donc, ça fait un certain temps qu'on le travaille. Le projet est au niveau de ses orientations, de ses fondements, est maintenant bien dessiné. On a des partenariats à Québec, à l'extérieur de la région, mais en région, dans Charlevoix aussi, on est en train de les consolider. Les devis techniques sont faits pour l'élaboration du jardin. Le partenariat avec la ville, évidemment, suit son cours. Et je vous dirais qu'il est de notre souhait et de notre plan de surcroît que l'inauguration, évidemment, de concert avec Maison-Mère et avec le supériorat donc, des PFM, que cette inauguration ait lieu à l'automne 2021. Donc, aussi vite que ça. Donc, vous êtes prêt à aller de l'avant dès l'an prochain? Ben, oui, écoutez, à cela près, évidemment, que nous, l'initiative, on va la déployer petit à petit. Donc, les volets de programmation que vous évoquiez à l'instant vont se développer. Ils vont se développer donc petit à petit. Mais oui, non, à un certain moment, un projet, comme dans tout projet, il faut partir. Et c'est de notre intention de commencer. Nous, la finalité de notre projet, c'est l'animation et la pérennisation du patrimoine des PFM, mais c'est aussi son étude. On est des scientifiques, nous. Donc, nous, à un certain moment, on veut que le projet, dans toute sa dimension laboratoire vivant, commence vraiment au début de l'année prochaine, là. Alors, écoutez, j'aimerais vous dire que ça nous apparaît à tous comme une bonne nouvelle, qu'une telle initiative, une nouvelle qui suscite beaucoup de curiosité. On a hâte de voir comment un jardin peut devenir un laboratoire vivant pour analyser le comportement des populations. On est heureux que vous ayez le soutien des Petites Franciscaines. Et moi, je vous remercie puis je vous souhaite la meilleure des chances. Puis j'ai hâte de vous avoir à nouveau pour qu'on puisse suivre de près le développement de ce projet. Alors, merci beaucoup. Ce sera avec grand plaisir. Merci. Merci. Merci, Mme Nadeau aussi. Merci.
C'est maintenant le temps de parler de sport local, mais également du sport des grandes ligues, en compagnie de Maxime Jodoin. Maxime Jodoin, bonjour. Monsieur Martin, bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu. Tout d'abord, une bonne nouvelle, hein? Une médaille d'argent pour Rose Savard-Ferguson. En plein ça, donc, une patineuse de Baie-Saint-Paul, oui, qui s'est méritée la médaille d'argent la semaine dernière. Ça s'est fait en Alberta, OK. dans le cadre de la compétition qui s'appelle Compétition 2021 Skate Canada. Alors, donc, elle s'est en fait, depuis septembre, Rose Savard-Ferguson, qui représente ce qu'on appelle le Ice Palace Figure Skating Club d'Edmonton. OK. Donc, au sein de ce groupe-là, eh bien oui, elle a remporté une belle médaille d'argent de positif là, dans cette compétition-là. Le patinage artistique, il y a une Oui. certaine histoire quand même dans la région. Hein? Il y a toujours eu de forts compétiteurs en patinage artistique qui sont issus de la région. Absolument. Bien, de un, sa mère, ceux qui connaissent sa mère, Marc-Claude Savard-Gagnon, qui, elle, justement, est une ancienne patineuse artistique qui a fait aussi sa renommée. Elle a fait beaucoup d'épreuves, mais oui, on peut dire que ces sports-là, vraiment, dans la région, de plus en plus sont moussés par la relève et c'est ce qu'on a besoin. L'aréna de Baie-Saint-Paul, et d'ailleurs, porte son nom. Absolument, absolument. Donc, non, mais comme on dit, quand on commence à avoir les honneurs, c'est important de souligner. Voilà déjà pour le sport local. Hein? C'est pas drôle. Oui. En période de pandémie, il y a vraiment pas beaucoup de mais choses. C'est plus difficile, là, On maintenant. sent que les sportifs, surtout les sports d'équipe, là, les sportifs souffrent hein, ces temps-ci. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Puis il y a également les coureurs qui étaient habitués de se rendre au fameux marathon de Boston qui Oui. ne pourront pas y aller cette année. Oui, ben en fait, il faut faire attention par contre, parce que le marathon n'a pas été annulé, il a été repoussé. OK. Donc là, au départ, on devait le faire en avril 2021, mais là, ça a été repoussé à l'automne 2021 seulement. Donc, il ne faut pas penser qu'on annule tout d'un coup. Il y a là. un 6 mois. Il y a on un va 6 rajouter. mois, exactement. Et il faut comprendre qu'à l'épreuve de Boston, on parle de 6 épreuves majeures. À part ça, on a New York, Chicago, Londres, Berlin et Tokyo. Donc, dans ces épreuves-là, Boston en est une des 6, Oui. justement. Donc là, et on dit que du côté du Massachusetts à Boston, on doit attendre la phase 4 du plan de déconfinement pour pouvoir peut-être pas mettre autant de personnes sur le site, mais au moins de pouvoir commencer à penser à faire la course. Donc, c'est pour la raison qu'on a seulement repoussé et non pas annulé cette course-là. D'autant que c'est un marathon qui se prétend international. En Oui. ce moment, les frontières sont fermées. Oui, Donc, absolument. on comprend là, que le marathon a été repoussé. Par contre, ce qui n'a pas été repoussé, là, c'est au niveau du basketball. Il y a une reprise d'annoncer. Oui, ben, Déjà, on me oui. semble que ça vient de terminer. Oui, ça vient. Oui, on peut dire que les joueurs n'auront pas grand répit, mais bon, c'est des OK. athlètes, donc on peut compenser un peu, mais oui. Ils sont payés pour ça aussi. Ils sont on va payés pour dire. ça. Oui. Donc, oui, cette semaine, on avait un vote qui devait se tenir entre les joueurs et l'association pour savoir quand on commençait. Oui. Là, au départ, on hésitait soit du 22 décembre pour commencer ou après les fêtes. On ne savait pas encore comment le faire. On pensait aussi de quelle façon avoir plus de revenus parce qu'à un moment donné, les ligues ont besoin de revenus. C'est pas vrai qu'on peut. Puis la marcher période des sans- fêtes, c'est important pour eux. là. Oui, bien ça, la période des fêtes, en fait, va être importante pour toutes les organisations. OK. C'est ça qui est critique. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a décidé officiellement hier qu'on commençait bel et bien le 22 décembre, donc avant les fêtes, ce qui va nous donner une année de 112 parties pour cette saison-là. Et aussi, bien là, la bonne nouvelle, c'est que en revenant le 22 décembre, Oui. je veux dire, les dates habituelles, normalement, au basketball, c'est d'octobre à avril. Ça, c'est les dates normales. Les calendriers normaux. Exactement. Là, du fait qu'on commence le 22 décembre, c'est comme si on commence à avoir un semblant de normalité pour l'année qui s'en vient. Donc ça, c'est le côté positif parce que on dit que si on aurait été plus loin, il aurait fallu renégocier au complet les contrats télévisés du basketball et ça n'aurait pas été bon augure de les renégocier. Non, je vais comprendre de ne pas vouloir réouvrir les contrats de télévision, mais j'aimerais savoir quelle formule a été retenue. Confinement, semi-confinement, on est dans des villes. Est-ce qu'on a dit un peu comment elle peut passer la saison? Oui, là, c'est encore en pourparler. On le sait Ouais. que du côté des Raptors, à cause que Toronto est dans le côté confiné. Ouais. Donc là, Toronto va possiblement aller jouer à Buffalo pour avoir ses matchs, comme ils l'ont fait à huis clos pendant les séries. Oui. Il n'y a pas encore eu, par contre, de négociations qui ont été faites parce qu'avant, il faut s'entendre. Là, il y a des protocoles. Il faut savoir là, combien de matchs qu'on joue. Il y avait un côté administration. Mais là, bon, on va possiblement encore avoir, peut-être pas des villes bulles, mais des villes en restreint qui vont accueillir des gens. Est-ce qu'on va accueillir des spectateurs? Peut-être parce que, bon, à un moment donné, ça prend du monde, tu n'as pas le choix. Ouais. Que ce soit 2000, 3000, ça t'en prend un peu pour commencer Oui, puis on à constate que renflouer. les spectateurs en canne, là, qu'on nous met un peu partout, c'est pas intéressant, des spectateurs préenregistrés. Oui, là, hein? en fait, ça donne un petit côté, au moins, ça donne un peu d'ambiance, mais si je prends du côté de Tampa Bay au baseball, qui ont eu plus de bruit avec les rires en canne qu'avec leurs spectateurs ordinaires, on s'entend que c'est peut-être pas la meilleure nouvelle pour eux. Donc, c'est à suivre pour le basketball. Oui. Mais on constate, là, il y a
un sport qui tourne bien ces temps-ci, c'est la Ligue nationale de football. Ah, ça va très bien, ça. Il y a plusieurs surprises dans la Ligue nationale de Cette saison, on réserve, oui. Il y a des équipes qui ressortent qu'on n'attendait pas. Il y a des équipes, écoute, si je prends du côté de l'AFC, donc du côté de l'Américain, tu sais, on parle des têtes, là, on parle des Bills de Buffalo qui, eux, pendant des années, ont eu une fiche exécrable. Ont été la risée de la Ligue. Exactement. Les Steelers, bonjour papa, que mon père est un fan des Steelers. OK. Les Titans, les Chiefs qui vont bien. Mais la surprise cette année, les Patriots, une fiche de 2 victoires, 5 défaites. 2 victoires, 5 défaites. Pour les Patriots, honnêtement, là, sans me tromper, je pense que c'est peut-être une première dans l'histoire depuis que Bill Belichick est en poste comme entraîneur-chef. Les Pats cette année, là, ça va pas les bien. partisans des Patriots, il faut dire qu'il n'y a pas grand monde qui... Ça nous fait pas beaucoup de peine de voir M. Belichick souffrir. Oui, ça, c'est On un doit peu... l'avouer, Ouais, outre les partisans ouais. des Patriots, il n'y a pas grand monde qui a de la peine pour M. Belichick. Oui, on l'avoue. Ben, en fait, depuis que Tom Brady a quitté les Patriots, on Ouais. voit un peu que Bill Belichick, finalement, ce n'était pas le seul homme exemplaire de cette équipe-là. Parce que des fois, tu sais, les médias voulaient ça. Là. Ouais. Mais là, vraiment, de voir les Patriots avec une fiche comme ça dans l'histoire du football, là, depuis très longtemps, ça s'est rarement vu. Et là, on est rendu à la 8e semaine du calendrier. Absolument. Alors, mi-saison, hein? Oui, ça mi-saison. représente à peu près Donc, la mi-saison. Honnêtement, là, si on regarde de l'autre côté, on a les Eagles, les Packers, les Buccaneers avec Brady qui vont très bien, comme les Seahawks. Par contre, pour les Cowboys, avec la perte du carrière Dak Prescott, ça, honnêtement, ça fait très mal. Puis je pense que là, même les Cowboys, on a déjà condamné la saison au complet à cause que leur carrière était blessée. Ça, c'est pas des farces. Oui, et on l'a vu, c'est pas une blessure ordinaire. La jambe vraiment a Ouais. cassé en deux. Ben, C'est disons, vraiment... pour les jambes fragiles, là, je vous le dis, moi, je l'ai vu le vidéo là, parce que je suis capable d'en prendre, mais pour les jambes fragiles, n'allez pas l'écouter parce que Bon. ça va faire mal. Alors, à suivre, là, mais ils réussissent également à continuer à jouer malgré la pandémie, puis malgré quelques cas qui se confirment à l'occasion dans chacune des équipes. Hein. Ouais, Ils ouais. réussissent comme tel à tenir leur match malgré la pandémie. Oui, on vient à bout d'avoir... en fait, il y a des cas, il n'y en a pas beaucoup, mais oui, on vient à bout quand même. Des fois, on reporte des rencontres tout simplement. Ouais. Mais oui, quand même, on vient à bout là, d'être capable de contrôler ça pour qu'après, disons, une semaine, on soit tous négatifs et qu'on puisse rejouer en... Mais il faut dire que par contre, la NFL, chapeau, parce qu'ils ont un protocole qui est respecté à la lettre. Et je pense que pour moi, c'est la raison pour laquelle ils peuvent jouer. C'est parce que quand même, on a une sécurité très, très bien développée qui se développe. Donc, c'est chapeau à l'organisation d'avoir pensé à ça. Il semblerait en tout cas que ça tient. On souhaite Oui, que ça tienne parce qu'il y a absolument. beaucoup d'amateurs, dont moi, Oui. des amateurs de football qui veulent continuer à écouter des matchs. C'est sûr et certain. En terminant, Oui. Parce qu'on ne peut pas quand même pas parler du Canadien C'est un ensemble, classique, hein. c'est un classique. Alors, quelle est la nouvelle de la semaine pour le Canadien? Oui, Est-ce ben, qu'on a nouvelle- signé un nouveau joueur? Ah, j'aimerais ça qu'on vous dise qu'on a Encore? signé Crosby puis Malkin. Malheureusement, Non, ça, c'est non, dans on nos va oublier rêves. ça. là. Mais en fait, le Canadien, présentement, on parle de sortir un 3e chandail pour Oh! l'an prochain. Bon, on a 2 chandails, domicile et à l'étranger, Donc, évidemment. il y a le rouge, il y a le blanc. Il y a le rouge et le blanc, mais là, tu sais, le Canadien a souvent eu des chandails rétro. On l'a vu, entre autres, pour ceux qui ont connu, là, il y avait le Globe terrestre, il y avait le chandail du Barbier, là, tout avec Ouais, Rayé, honnêtement, ouais. qui était très, très affreux. Je vous m'excuse, mais c'est la vérité. Donc là, oui, on travaille à l'idée d'avoir un 3e chandail pour commencer la saison. Et même, on a demandé à Jeff Monson, lui, a déclaré que il s'est dit prêt en faveur d'un vote si jamais on va amener une équipe à Québec. On sait que là, présentement, ça commence. On repart toujours des Nordiques, hein, un retour à Québec. Ouais. Parce qu'il y a des clubs, par exemple, la Floride qui vont pas très bien, l'Arizona, ainsi de suite. Donc là, Jeff Monson, qui lui, s'il avait le choix de voter pour un retour d'une équipe à Québec, donc on aurait 2 équipes du côté québécois, lui, il serait prêt à leur accorder un vote de confiance, peut-être pour repartir de la rivalité. Là. Mais ça, c'est une déclaration un peu surprenante parce que Montréal a le monopole présentement du niveau Ouais. du Québec. Donc là, de voir que le dirigeant du Canadien serait prêt à avoir un vote de faveur, ça a surpris beaucoup de partisans et beaucoup de médias aussi. Mais ce qu'on comprend aussi, c'est que Bettman commence à considérer, si jamais ça arrive, c'est Oui. qu'il y a tout simplement des équipes qui perdent de l'argent aux États-Unis. Oui. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va être intéressé à vendre une équipe à Québec, parce qu'autrement, dans le chemin habituel avant la pandémie, il n'était jamais question d'avoir une équipe à Québec. Non, moi, en fait, je pense qu'il va garder sa maintenance parce que là, on a les Kraken qui s'en viennent là, de Seattle l'an Ouais. prochain. Mais moi, j'ai toujours dit honnêtement, tant aussi longtemps que Bettman va être à la tête de la Ligue nationale, il n'aura pas d'équipe à Québec parce que ce gars-là, malheureusement, est prêt à débourser de sa poche pour garder ses clubs du côté américain. Donc, je maintiens mon opinion. J'aimerais ça en voir, je vous le dis. Mais tant que Bettman va être là, selon moi, malheureusement, le marché va être beaucoup plus prenant
du côté des États que du côté québécois. Alors, sur cette prédiction, Maxime Jodoin, merci beaucoup d'avoir fait le tour des sports avec nous aujourd'hui. Merci. Alors, c'est tout pour notre émission cette semaine. On espère que ça vous a plu et on vous dit à la prochaine.